J'ai le plaisir de vous accueillir ici dans notre studio de podcast. Et j'allais commencer avec, on a 2 petites devinettes pour vous. On va commencer avec la première. On va vous faire réfléchir un petit peu. Vous pouvez voir mon front, je vois que bébé a une petite aussi, mais j'ai une petite bosse là et je vous laisse deviner. Il y a 2 options. L'option 1, c'est que Vicky, donc la copine de Sacha, elle m'a mis un jeton parce que j'ai marqué Belgrade avec 2 L à la place de 1. Il a confondu Belgrade et Bellegarde. Ouais. Exactement. Et la deuxième, c'est que j'ai éternué et j'ai mis un coup de boule aux escaliers chez moi à la maison. Laquelle vous pensez En tout cas, t'as pas eu une belle garde. Hein. Elle est parfaite. Deuxième option. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Ok. Et j'ai une question un poil plus difficile. À vous 3, vous cumulez combien de matchs sous le maillot de Servette? Beaucoup. Approximativement, Ouais, vous en pensez quoi? Je me mouille pas. On peut faire le calcul, hein, tout simplement. Je vais dire un truc comme 1400. Toi, tu dis quoi, Nini? Moins. C'est moins. Non, J'aurais pas dit 1000, moi. Non. Non. De toute façon, on va checker les chiffres après. Nous, on a calculé, vous les réponses? Ouais. On a 923. J'ai trouvé Bébert 461 pour toi. Enfin, on a trouvé. Ouais, c'était un petit peu compliqué de calculer Ouais. exactement. Pour Nini, 251 et pour Gauthier, 211. Voilà. Est-ce qu'on est juste, là? Ce qui m'a perturbé, c'est toi, je pensais plus. Ben, ces matchs à la porte, ils sont pas comptés comme des matchs. Ah, c'est vrai parce que sinon, tu peux presque faire x3. Non, mais t'es sur la feuille de match quand même. Ouais, tu dois jouer pour regarder pour. Ah, ok. pour le match, ouais. Et la petite leçon, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à l'IA. Parce que l'IA donnait 335 pour toi, Bébert, 230 pour Nini et 180 pour Gauthier. Donc, Ah vous voyez, ouais. comme quoi, Aujourd'hui, lui. faut toujours voir les sources. Bon, j'ai dit un petit peu moins de 1000, hein, si je C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu étais plus proche. T'étais assez proche. Il était proche avant Je ça. nous ai vu tellement. 2009. Les gars, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter, on peut commencer par toi, Bébert, comment tu t'es orienté vers ce sport et puis nous raconter un petit peu tes débuts? Alors écoute, moi ça a été familial parce que mon papa faisait du hockey à l'époque. Mon frère s'y est aussi mis, donc tout naturellement, si tu veux, moi j'ai suivi en fait, à dire le flow quoi. Je suis resté là-dedans. Donc j'ai commencé à Lyon moi, à l'époque, j'avais 7 ans. Et puis je me souviens que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Puis voilà, je voulais faire comme mon papa, mon grand frère. Donc voilà, ça a suivi. Et puis après, plus tard, je suis parti à Rouen aussi, dans le nord de la France, quand j'avais 11 ans. J'ai fait seulement 2 saisons là-bas, c'était vraiment chouette. Après, c'est vrai que j'étais jeune, j'ai pas des souvenirs de fou non plus, mais voilà, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Et puis, c'est à 13 ans après que j'ai décidé de venir à Genève, via en fait des tests. Et à l'époque, l'entraîneur, c'était Philippe Boson aussi. Donc du coup, voilà, je suis allé faire des tests là-bas, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai intégré l'équipe Mini-Top à l'époque, à 13 ans, donc à Genève. Là, ça se passe comment? Tu viens avec tes parents à Genève ou tu es en famille d'accueil? Comment ça se passe? Non, à 13 ans, j'arrive, je suis en famille d'accueil. J'étais avec un autre joueur, on était tous les deux, avec Victor Barbero, à qui je fais un petit clin d'œil d'ailleurs. Donc voilà, en fait, on fait cette première année ensemble en famille d'accueil. Après, ses parents, par la suite, vont venir habiter dans le coin, dans la région, à Annemasse, en fait. Et puis, du coup, moi, je vais habiter avec eux par la suite pendant 1 ou 2 ans, je pense. Et puis voilà, après, on fait toutes nos catégories plus ou moins ensemble. On avait 1 an de décalage, donc du coup, ça a sauté une catégorie, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'étais en famille d'accueil quand je suis arrivé. Mes parents sont restés dans le nord de la France avec mon frère et ma sœur. Et mon papa, en fait, il faisait les allers-retours Rouen, Lyon, parce qu'il travaillait à Lyon. Genève, il venait me récupérer, on retournait à Rouen. Enfin, Ça fait des kilomètres. Ça fait des kilomètres et beaucoup de sacrifices. Ouais. Quand j'y repense maintenant que j'ai des enfants, c'est fou. Quoi. C'est chouette. On a eu l'exemple la dernière fois du Genevois qui devient Lyonnais avec Jérém. Puis là, on a le Lyonnais qui devient Genevois. Exactement. Ah ouais, 100%. Ouais, franchement, je renie pas mes origines, hein, évidemment, mais c'est vrai que j'ai vécu beaucoup plus de temps en Suisse et à Genève qu'en France. Qu'en France, ouais. Donc j'ai les 2 nationalités, parce que j'ai fait mon passeport il y a 2 ans. Mais ouais, je me sens quand même pas mal suisse et genevois intérieurement quand même. Je peux pas
peux pas le nier, honnêtement. Et puis on a un vrai Genevois aussi avec nous. Bonjour. Salut. Est-ce que tu peux nous raconter toi aussi tes débuts? Ouais, moi je pense que c'est un peu différent que Bébert. Moi mon père il était pas, enfin il était un peu footballeur, mais pas comme je pense la famille de Elliot. Et tout simplement nous on aimait bien faire du foot, comme c'est le sport un peu populaire où c'est pas trop cher, t'as besoin seulement d'une paire de chaussures et d'un ballon. Donc au début on a commencé comme ça. Et on a commencé à l'Étoile Carouge aussi avec mon frère, donc je crois que c'était l'école de foot à peut-être 4 ou 5 ans, j'avais plus de 5 ans. Et voilà, on prenait du plaisir à aller avec les potes faire des matchs sur le terrain là-bas à la Fontenette, par tous les temps. Donc ça a commencé comme ça et voilà, ça a perduré dans le temps. Et franchement, merci à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait, parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi grâce à eux, donc je peux que les remercier. On voit que des deux, vous avez comme un soutien de la part des familles dans vos débuts. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez toi, Gauthier. Vous avez un message peut-être à leur transmettre aujourd'hui par rapport au soutien qu'ils vous ont apporté? Ouais, juste merci, parce que comme l'a très bien dit Elliot, quand ils font des kilomètres comme ça, de nous amener le matin au match, surtout quand on est jeune, c'est le matin, donc faire des kilomètres pour ça, je sais que c'est pas facile. Maintenant, on se rend compte en plus avec les enfants que c'est encore plus difficile à le faire, donc tout simplement merci, et c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux dire que vous sautiez de joie quand vous marquez? C'est très bien. Je me demande s'il l'avait préparé ou si c'est venu là. J'ai bien de regarder un truc sur ton téléphone. Allez, bien joué, bien joué. Non, mais c'est vrai que je pense avec l'âge aussi, c'est là qu'on se rend compte vraiment tout ce qui a été mis en place pour nous quand on était jeunes, etc. Je pense même il y a encore, je pense, 5-6 ans, moi je ne me rendais pas compte à quel point c'était les sacrifices qu'on fait la famille. Puis quand j'ai la famille, c'est vraiment, moi c'était mes parents, mes grands-parents qui m'amenaient aussi à la patinoire quand mes parents travaillaient, mon frère, ma sœur, qui ont vraiment, parce que ma sœur aussi, elle nous suivait partout. C'est vraiment un sacrifice collectif de toute la famille, quoi. Donc moi je les remercie aussi du fond du cœur maintenant, et puis moi je peux regarder derrière vraiment en disant purée, s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue, et puis je serais jamais qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc moi je les remercie aussi, et c'est vrai que maintenant en ayant des enfants, tu peux te rendre compte que c'est des sacrés sacrifices, et honnêtement je sais pas si moi je pourrais faire la même chose avec mes filles aussi jeunes, en tout cas. Parce que c'est vrai que 13 ans c'est relativement jeune. Je pense, Gauthier, tu pourrais aussi dire que c'est des étapes que tu as envie de vivre avec tes enfants, et puis là c'est vrai que tu les vois partir, tu dis purée, c'est impressionnant quand même. Toi, tu ressens un manque aujourd'hui de ne pas avoir passé ce temps avec tes parents? Non, un manque, non. Non, après, parce qu'on a toujours été une famille assez soudée. Ouais. On a toujours gardé beaucoup le contact, etc. Puis après, ils sont revenus à Lyon un peu plus tard. Donc, Lyon-Genève, finalement, c'est pas très loin non plus. Ouais. Donc, on a toujours su se voir quand même relativement souvent. Mais je pense qu'il y a certaines petites étapes qu'on n'a pas pu faire ensemble. Donc, mais un manque, non, honnêtement pas. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand ils t'en parlent, est-ce qu'ils te disent qu'ils sont heureux d'avoir pu faire partie de tout ça? Vous en parlez des fois? On en a parlé surtout quand j'ai arrêté, en fait. Et puis j'ai un ami à moi, et Nini a participé à ce joli petit cadeau d'ailleurs. Quand j'ai fini ma carrière, on m'a fait un petit livre avec plein de petits mots et plein de petites images en fait de mes proches. Et dont il y avait aussi Nini du coup qui a écrit, c'était avec la fameuse canne de Tom Ernest, je sais pas si tu te souviens. La petite canne de Tom Ernest. La petite canne. Et puis du coup on en a beaucoup reparlé. C'est vrai qu'eux ils m'ont écrit des belles choses. Puis il y a des choses qui sont plus faciles à dire aussi à l'écrit. Mais bien sûr, quand on en reparle, c'est avec fierté. Puis ils savent aussi très bien que sans eux, j'aurais certainement pas eu la carrière que j'ai eue. Donc clairement, on en reparle avec pas mal de fierté. C'est cool. Ouais. Quand on est petit, on se rend tellement pas compte. Ouais. Tu vois tes parents t'amener à... moi, j'étais en Suisse, j'étais à Genève, donc peut-être j'allais à Berne, loin. Je disais, mais en fait, c'est normal, entre guillemets. Mais en fait, pas du tout. C'est tellement c'est long, c'est des sacrifices, et quand t'es petit, tu penses juste à maman, tu peux m'amener là, papa, tu peux m'amener là, et puis c'est tout, tu penses pas plus loin que ça, quoi. Et il y a autre chose qui vous lie tous les deux, c'est que vous faites du coup, vous êtes en équipe de jeunes à Servette, alors chacun dans vos sports respectifs, et qu'il faut aller ailleurs pour s'aguerrir aussi un petit bout, en prêt, ou toi à Sion aussi. Comment vous le vivez, ces différentes expériences où vous devez partir de Genève pour aller
quelque chose d'autre en termes de temps de jeu. Tu veux commencer, Nini? Personnellement, c'était pas une décision facile à prendre parce que voilà, j'avais fait toutes mes classes à Carouge-Servette, donc partir de la maison, c'est jamais facile. En plus de ça, c'était à Sion, donc c'était l'ennemi juré du Servette, mais j'en ai discuté avec les proches et c'est là aussi où ils sont importants. Et je me suis dit pourquoi pas tenter cette expérience. Et je suis parti, je crois, à 18 ans. 18 ans, j'étais loin. Donc, ça te forge aussi. J'habitais seul, j'ai dû trouver un appart ensuite. J'ai eu beaucoup l'aide de ma famille qui se trouve en Valais, de mon oncle et de ma tante. Donc, ça aussi, je les remercie aujourd'hui. Je les remercie presque à chaque fois que je les vois. Donc c'est sympa. Mais après, voilà, c'était vraiment une bonne expérience. J'ai pu faire mes premiers matchs en pro. Donc j'en garde que des bons souvenirs, les 4 ans que j'ai fait à Sion. Et c'était pas facile au début, mais voilà, il fallait apprendre à cuisiner tout seul, à se faire la vaisselle, les machines. Totalement indépendant. Ouais, voilà, exactement. Donc franchement, ça fait du bien. Et grâce à ça, aujourd'hui, je sais tout faire, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de dire, allez, maintenant je pars de Genève, j'ai besoin d'autre chose, et puis je vais vivre autre chose ailleurs? Je pense que je sentais qu'à Servette, j'avais potentiellement pas la possibilité de faire des minutes de jeu, donc voilà, après tu te dis le train peut-être qu'il passe qu'une fois et je saute dedans et on verra bien. De toute façon, si à Sion ça se passe pas trop bien, j'hésiterai pas à peut-être revenir à Genève dans un autre club ou à Servette s'ils veulent de moi. Donc voilà, j'ai pris ce pari. C'était un pari risqué, oui, mais quand tu es jeune et tout, tu réfléchis pas trop à comme on réfléchit quand on a 35 ans. Donc voilà, j'ai pris cette décision et c'était parfait pour moi. C'était pareil pour toi, Bébert. Bon, c'était pas toi, t'appartenais t'avais un contrat avec Servette, t'étais parti en prêt. Ouais, exact. T'étais aussi un petit peu dans la même optique que Nini, où tu voulais vivre aussi autre chose ailleurs pour éventuellement revenir. Ça s'est un peu imposé en fait, mais c'est un peu pour la même raison. C'est à la base, c'était pour avoir plus de temps de jeu, pour s'aguerrir un peu aussi. Et moi, je pense que ça m'a fait vraiment du bien de sortir du contexte Genève, là où justement tu fais toutes tes classes, t'es jeune, donc les gens ils te voient un peu comme le junior qui doit éclore un petit peu. Et moi à l'époque, j'ai fait mon premier contrat professionnel, c'était à 18 ans. Et les 2 premières saisons, ça se passait bien, mais je passais pas le step en fait. J'arrivais pas à être, je pense, le joueur peut-être qu'on attendait de moi. Et le fait d'avoir été prêté justement à Lausanne pendant toute une saison complète, déjà je suis sorti de ce contexte-là totalement. Et je pense que ça m'a libéré d'une certaine manière d'arriver dans un endroit où finalement on me connaît pas vraiment, on me connaît un peu de nom, mais sans plus. Et d'avoir fait cette saison-là justement où à la fin, on arrive à être champion en Ligue B, on a la promotion en Liga à la suite de ça. Et même presque, eux, ils étaient intéressés de me garder là-bas. Mais voilà, j'étais encore sous contrat, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça a été vraiment une année, je pense, qui m'a apporté beaucoup sur le plan mental, le fait de dire, OK, je suis capable, et puis sortir un peu de sa zone de confort aussi, je pense que ça aide beaucoup. Donc non, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, il y a eu d'autres prêts un peu qui n'ont pas duré aussi longtemps dans les années à venir, mais je pense que honnêtement, ça fait du bien aux joueurs en général de partir pour mieux revenir, franchement. J'ai des souvenirs de toi à Lausanne quand vous gagnez et que vous montez avec une jolie coupe de cheveux. Ouais, qui est proche de celle-ci d'ailleurs. Ouais. Enfin, proche. Pas très loin en tout cas. Ouais, on a cette tradition dans le hockey de faire des trucs un petit peu foufou avec les cheveux, des fois dans les playoffs et puis avec les barbes. Tu peux nous parler un poil plus en détail de cette montée, parce que c'est quand même quelque chose que pas beaucoup de monde vivent, surtout dans le hockey. On pourra en parler après avec Nini dans le foot, mais dans le hockey, comment tu l'as vécu ça? Parce que tu es jeune à ce moment-là, non? Ouais, je suis jeune, j'avais 21 ans. Donc j'étais dans le début de ma carrière professionnelle. Et je suis allé là-bas vraiment sans a priori. Je savais que Lausanne avait cette volonté de monter en Liga. Mais on fait un début de saison assez compliqué. On change d'entraîneur. Ça se passe pas très bien. En fait, au fur et à mesure de la saison, on commence à être un peu meilleur. Après, honnêtement, on avait une équipe aussi pour monter. Il y avait à l'époque Thomas Derouns qui était à Berne, qui est venu à Lausanne. Paul Savary aussi, qui est arrivé aussi en play-off. Enfin, on avait une équipe qui a été construite pour monter. Regardez la NHL. Ouais, aussi avec Christo Baluet qui est lui arrivé, mais dès le début de saison. Je me souviens qu'au début, c'était pas idéal pour lui non plus, parce que le niveau pour lui était
je veux pas dire faible, mais comparé à ce qu'il avait connu, c'était tellement différent. Mais voilà, sans lui et sans tous ces joueurs-là, est-ce qu'on serait monté? Je pense pas. Mais tout était fait cette année-là pour qu'on monte en tout cas. Et écoute, moi je l'ai super bien vécu parce que c'est un peu les premiers succès vraiment que j'ai connus en fait. Et même quand j'y repense, j'ai peu de souvenirs parce que c'est passé tellement vite. Mais c'était incroyable, quoi. Puis à Lausanne, il y a tellement une ferveur pour le hockey. Je me souviens, c'était dans le chaudron de Malais à l'époque, c'était une patinoire, il y avait section ouest et tout. Franchement, c'était fou, quoi. Et c'est vrai que la promotion, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais là, quand j'y repense, ouais, c'était une année qui était dingue. Puis on avait un bon groupe aussi, des gens avec qui je suis encore vraiment proche maintenant, dont Benjamin Antonietti aussi, avec qui j'ai connu une saison extraordinaire, parce que au-delà de jouer au hockey, je veux dire, on était jeunes, donc on profitait de la vie aussi, on sortait beaucoup. Enfin voilà, on était jeunes, quoi. Donc on avait ce truc, on avait envie de profiter, on était tous dans le même âge, plus ou moins. Et voilà, on faisait des conneries, on sortait tous les week-ends, etc. Mais on était quand même bien performants, on était bien performants sur la glace. Je pense à l'heure actuelle, ça marcherait plus parce qu'on est un peu plus vieux. Mais 21 ans, tu récupères bien. Donc, non, franchement, c'était une année fantastique. J'en garde des souvenirs incroyables. Vraiment. Tu parles de sortir un petit peu. Mm-hmm. Pour toi, ça fait partie de l'identité du hockey, un petit peu, cette bière après le match parce que moi, j'ai un avis là-dessus dont on a déjà parlé. Je suis curieux d'avoir le tien. Bon, écoute, moi, tu me connais bien, Gauthier. Je pense qu'on a le même avis. Non, mais moi, j'ai toujours été assez partisan de se rassembler autour d'une bonne bière et puis de sortir après un match si on a gagné. Et je pense qu'à l'époque, ça se faisait un petit peu plus que peut-être maintenant. Mais moi, je suis assez d'accord pour dire que ça fait partie du hockey. Nini nous en parlera aussi. Je pense qu'il a son avis par rapport au foot, tu vois. Mais lui, il a plus la mentalité du hockey, Anthony. J'aurais peut-être dû faire du hockey. T'aurais pu, hein. Je t'ai déjà vu jouer. C'est pas mal, hein. Hockey libre dimanche matin. Mais c'est vrai que, voilà, franchement, oui, pour moi, ça fait partie du hockeyeur. Et je pense que le hockeyeur, de manière générale, il doit y avoir 80% des hockeyeurs qui adorent sortir, qui adorent boire. Et puis, voilà, ça fait un peu alcoolique, ce que je dis. Mais non, mais c'est la réalité. Vraiment, je pense que ça fait partie du... Et tu sais que nous, moi, je suis pas du tout dans le hockey. Et quand je parle de hockey, je sais que après le match, vous allez boire en tout cas une bière, quoi. Et ça fait partie, j'ai l'impression, de la culture du hockey, comparé au football, quoi. Tout simplement, je le vois même maintenant ou à l'époque. Oui, moi j'ai toujours, comme tu l'as dit, bu une bière après un match, mais pas tout le monde dans le foot, je pense, beaucoup moins de 80%, je pense. Il y a une raison à ça, tu penses ou... Aucune idée, non. Franchement, pas de raison. Peut-être qu'ils n'aiment pas vivre, tout simplement. Non, mais ça fait toujours du bien de boire une bière avec... Bon, aujourd'hui, je prends l'exemple après Rapperswil, on a gagné le match, on commande des bières dans le vestiaire et ceux qui veulent, ils prennent. Mais il y a peut-être 5... Tu dois les finir, quoi. 5-6 joueurs qui prennent une bière. Max, je pense, dans tout un groupe de 20 ou 21, tu vois. Ça fait pas beaucoup. Moi, j'ai un club à te proposer si ça t'intéresse pour la troisième mi-temps. On en parlera. Avec Thomas Ratlisberger. J'ai un contrat qui est déjà prêt. De plus, hein. Avant de revenir sur ton succès, toi aussi, à Nini, avec cette fameuse montée, qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de votre expérience en dehors de Genève? Qu'est-ce qui vous a un petit peu forgé à ce moment-là? Moi, je pense tout simplement, c'est de vivre seul, de me trouver un appart et puis commencer cette vie indépendante tout seul, quoi. Après, oui, j'étais pas loin de Genève, donc je rentrais régulièrement, mais comme je l'ai dit avant, apprendre à faire les courses, à cuisiner, à faire tes machines et tout. Donc je pense que c'est ça au début qui te forge un peu ton esprit, ton caractère. Et après, tu es loin de la famille, et Elliot, il l'a très bien dit, sortir de sa zone de confort. Je le conseille à tout le monde, même quand je parle à des jeunes, je dis va prendre du temps de jeu, même si tu descends d'un échelon, ça va te faire du bien. Tu vas sortir de, par exemple, Genève, je prends l'exemple de Genève, et ça va être tout bénéf pour toi, tu verras, tu vas revenir encore plus fort. Donc, je pense que c'est ça qui est pour moi en tout cas. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais je pense que ça fait vraiment du bien. Souvent, les joueurs qui restent dans le même endroit, ils vont jamais bouger parce que ça se passe bien, parce qu'ils ont tout autour d'eux, Puis il y en a pour qui ça réussit. Moi, je sais que le fait d'être parti, je pense que ça m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que
ce qu'on pouvait penser de moi à un endroit, on ne le penserait pas de moi à un autre endroit, en fait. Et je suis parti 2 ans à Bienne et 2 ans à Ambry. Ça a été des années sur le côté sportif qui n'ont pas toujours été faciles, mais par contre, ça m'a quand même appris beaucoup. Et je pense que vraiment, le fait de sortir de cette routine aussi, ça fait vraiment du bien. Puis, t'en apprends sur toi-même. Et le côté autonomie, ouais, clairement, voilà, t'es tout seul, t'es face à toi-même. Donc, faut que t'apprennes à faire tout seul. Et ça, c'est assez cool. Et moi, c'est vrai que je l'ai fait assez jeune, mais voilà, tu te retrouves dans un appartement à 18-19 ans tout seul, ben voilà, tu dois te débrouiller tout seul. Et ça, je pense que c'est vraiment cool, surtout quand t'as pas ta famille autour et que tu peux pas te reposer sur les épaules de quelqu'un forcément, quoi. Parce que t'en parlais de tes expériences à Bienne et Ambry. Enfin, qu'est-ce qui t'a permis de passer au-delà de ça, malgré les difficultés personnelles que tu avais à ce moment-là? Tu dis dans le sport. Exactement. Honnêtement, alors de nouveau, c'est le côté humain aussi avec les coéquipiers, etc. Moi, j'ai toujours créé beaucoup de liens avec les personnes avec qui j'ai joué, dans les équipes où je suis allé. C'est vrai que quand ça va pas dans le sport, faut trouver un échappatoire. Et je pense que forcément, les coéquipiers, les amis, ouais, la famille de manière générale. Moi, j'avais pas d'enfant à cette époque-là, mais j'étais en couple avec ma femme actuelle, et c'est vrai que c'est tous ces petits soutiens-là qu'on peut avoir au quotidien qui peuvent aider en dehors du sport quand ça va pas. Et voilà, elle faisait pas mal d'allers-retours à l'époque parce qu'elle habitait pas avec moi quand j'étais à Bienne à Ambry. Et c'est vrai que voilà, de pouvoir l'avoir avec moi quand même de temps en temps, certaines semaines, certains week-ends, quand ça va pas au hockey, de pouvoir se réfugier ailleurs, c'est quand même super important. Et surtout quand t'as pas ta famille proche de toi, ou ton frère, ta sœur, tes parents. Donc c'est vrai que d'avoir un soutien, ça aide beaucoup. Avant de parler de votre retour à Genève, Nini, tu gagnes aussi la Coupe de Suisse Sélection. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui de cette expérience? Premier titre, franchement grandiose. Je crois que j'avais joué pas mal de matchs pendant la Coupe, et malheureusement, à la finale, j'étais sur le banc, mais j'étais pas rentré en jeu. Mais à cet âge-là, je crois que j'avais 20 ans, je m'en foutais un peu, je voulais juste la gagner. Et on sait ce que ça représente, la Coupe en Valais. Donc, et j'ai une petite anecdote, le lendemain, on avait un repas à midi à la Porte d'Octodure à Martigny. Toute l'équipe, tout le staff, les femmes et tout. Moi, célibataire, j'arrive 45 minutes en retard, avec mon drapeau sur le dos. Et tout le monde me cherchait, forcément. Mais on avait bien fêté, franchement, c'était mon premier titre. Donc, je sais plus à quelle heure j'étais rentré, j'avais dormi à Sion chez l'ex de mon frère. Donc ouais, franchement, c'est des souvenirs comme ça quand t'es jeune. Et c'est pour ça que tu joues au foot aussi, c'est pour gagner des titres. Et ça, je vais le garder toute ma vie dans ma mémoire. C'était magnifique. Ça vous donne, c'est sûr que ça vous donne encore plus envie d'en gagner d'autres. Ouais, personnellement, ça vous donne de l'appétit. Ouais. À ce moment-là, ouais, c'est clair. Ouais, une fois que tu as touché un titre, tu as juste envie d'en gagner d'autres, quoi. Ouais. Les émotions que ça te procure, le stade plein, souvent je le dis aux gars dans le vestiaire, c'est pour des matchs comme ça qu'on joue au foot. Hein. Parce que c'est bien gentil d'aller, avec tout le respect que j'ai, à Ville un vendredi soir, il n'y a personne dans le stade, c'est compliqué, il faut se motiver, mais les matchs comme ça, comme des finales, quoi, c'est ce qu'il y a de plus beau, en tout cas, je pense dans tous les sports, mais je parle pour le foot, quoi. Puis toi, Nini, je te pose une question comme ça, est-ce que quelque part, t'es revanchard de ne pas avoir vécu ça avec Servette, ou t'es déçu de ne pas l'avoir vécu à ce moment-là avec Servette? Enfin, est-ce que tu fais un lien par rapport à ta carrière en tant que Genevois avec Servettien? Ouais, c'est clair que je suis déçu de ne pas l'avoir vécu avec Servette, mais c'est le destin, je pense que c'était écrit comme ça. Donc, après, j'ai connu autre chose avec Yverdon, et c'était une nouvelle page qui s'écrivait, et c'est une magnifique page qui continue encore aujourd'hui. Mais c'est clair, quand je vois... j'étais en vacances et j'ai suivi la finale de Coupe de Servette. C'est clair que j'avais envie d'être avec eux, mais voilà, le foot, c'est ça. Des fois, le club a plus envie de toi, donc tu dois trouver quelque chose ailleurs. Et j'étais heureux pour le club, parce que je sais que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient pour ça. Les potes aussi, ils avaient vécu des galères. Donc, après toutes ces années de galères derrière, je me rappelle en première ligue avec la faillite, voir Servette gagner la coupe, c'était... Franchement, j'étais sur la plage avec Théo Valls à l'époque, et on regardait le match, et on était trop contents pour les potes, quoi. Ouais, c'est chouette. Je pense que tu vis à travers tes copains qui sont dans l'équipe aussi. Ouais. Ceux que tu côtoies toujours, t'es content pour eux. C'est clair, c'est humain, t'aurais aimé vivre ce moment-là,
Mais après, tu le vis au travers des gens, du succès que tes potes ont. Mais c'est clair que ouais, t'as quand même un truc intérieurement, tu te dis purée, j'aurais bien voulu le vivre, tu vois. Mais tu vois, je pense qu'il y a des gens, quand ils sont un peu. Ils partent d'un club, peut-être que ça arrive de penser ah, j'espère que la finale, ils vont la perdre. Ouais. Non, en fait, ils y sont pour rien. En fait, si t'es plus dans le contingent, si t'es plus dans le club, les joueurs, ils y peuvent rien. Le staff, socialement, ils y peuvent rien. Donc moi, franchement, j'étais content pour eux, mais je sais que ça peut arriver que des personnes disent... De garder de la rancœur. Ouais, de garder de la rancœur et disent j'espère qu'ils perdent la finale contre Lugano avec ce qu'ils m'ont fait. Bon, alors non, pas du tout, quoi. Et Bébert, il a parlé de montées. Alors, je coupe un peu l'herbe sous le pied de Sacha. Toi, c'est quelque chose que tu vis 2 fois, cette promotion. Ouais, en Super League. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu à Servette, donc avec le club de ta ville en premier. Il en a même vécu une de Première Ligue promotion. Première Ligue promotion à Challenge League. Pas pensé, Ouais. Ouais, faut pas l'oublier celle-là, parce que heureusement qu'on remonte. Hein. Ouais. Je pense que si on n'était pas remonté tout de suite, ça allait être compliqué. Ouais. Mais pour revenir à la promotion de Challenge à Super League, franchement, c'était... Je pense que comme Jérém l'a déjà dit à vous deux, c'était une de mes plus belles années en tant que footballeur. Que ce soit avec le groupe, avec ce qu'on a vécu. Après toutes ces années en Challenge League, enfin, on arrive à remonter en Super League. Parce que ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Et le groupe là, je l'oublierai jamais parce qu'on avait une liberté sur le terrain avec le coach, c'était Alain Geiger, il nous laissait beaucoup de liberté. Et franchement, ce qu'on montrait pendant la saison, c'était beau. C'était dingue. Et puis la cohésion de groupe, souvent c'est le plus important pour moi, c'est le plus important avant les qualités individuelles de chaque joueur. Mais on avait une cohésion de groupe, c'est ce qui a fait la différence pour toi? Je pense que c'est ce qui a fait la diff, ouais. Parce que quand je prends exemple souvent de Michel Chagas, qui jouait pas une minute, hein. Enfin, en tout cas titulaire, et il rentrait à chaque fois et il nous plantait le but à peut-être 90e, et il nous gagnait les 3 points. Donc je pense que ça c'est tellement important dans un groupe, c'est comme ça que tu vises le haut des classements, et grâce à ce genre de personnes, on a pu enfin célébrer cette promotion. Toi aussi, Bébert, c'est le groupe qui a fait la différence pour toi dans tes expériences? Ah, 100%, mais ça me parle ce qu'il dit, parce que c'est vrai que pour qu'une équipe ait du succès, il faut que tout le monde soit relié, tire à la même corde, etc. Et c'est vrai que si t'as pas ça, honnêtement, il y a peu de chances quand même que t'ailles loin, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ego dans le sport, et tu auras toujours des joueurs qui vont pas forcément accepter leur rôle, etc. Mais c'est vrai que si tout le monde arrive à ravaler un peu sa fierté, que tu es content pour ton copain et ainsi de suite, je pense que c'est là que tu as du succès. Moi, j'ai toujours été dans des équipes avec franchement des bons groupes quand même, où voilà, tu as une bonne entente, tout le monde s'entend bien, c'est jovial, etc. Et je trouve que ça aide quand même beaucoup d'être dans des groupes comme ça, justement. Ça te permet d'arriver souriant le matin, ça te permet de repartir un peu plus tard parce que tu es resté avec les copains et tout. Moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a beaucoup animé toutes ces années, quoi. Et puis, il y a Yannick qui nous l'a dit, mais donc moi, je me rappelle de notre finale 2023. De nouveau, je saute un tout petit peu dans le temps. Moi, je la regarde depuis le banc avec mes émotions à moi. Toi, tu es blessé. Comment tu la vis pour faire, disons, un peu miroir de ce que disait Anthony tout à l'heure? Écoute, c'est compliqué parce que c'est une saison du début à la fin, elle est personnellement compliquée. Parce qu'au début de saison, je joue pas beaucoup. Ensuite, je prends la décision de partir en prêt à la Chaux-de-Fonds. Donc là, pareil, c'est pas une décision facile parce que je laisse la famille à Genève. C'est pas très loin, c'est un peu moins de 2 heures, mais à Chaux-de-Fonds, c'est compliqué d'y aller quand même. Ouais. Mais je prends la décision voilà, j'ai été un peu égoïste. J'ai dit il faut que je joue, il faut que je reprenne du plaisir et tout. Ça se passe très bien là-bas. Et puis à un moment donné, on arrive fin de saison et je dois prendre la décision. Voilà, est-ce que je reste à Chaux-de-Fonds pour participer aux playoffs ou est-ce que je rentre à Genève, quoi. Donc il y a une discussion qui se fait aussi avec le staff. Et puis pour finir, moi je décide, voilà, moi j'ai envie d'aller à Chaux-de-Fonds. Ils m'ont donné ma chance, puis j'ai envie de participer aux playoffs. Donc voilà, c'est parti comme ça. Je retourne à Chaux-de-Fonds et puis je crois que c'est 2 matchs avant que les playoffs commencent. Je me déchire les ligaments du genou. Donc du coup, je dois me faire opérer. Et donc saison terminée. Donc pas de playoff avec Chaux-de-Fonds, pas de playoff avec Genève. Donc ça a été vraiment un gros coup dur. Je me souviens.
Mentalement, c'était difficile. Donc, je reviens au soutien de la famille. Là, j'avais ma première petite fille et ma femme, heureusement, parce que je pense que tu peux vite aussi sombrer, quoi. Et du coup, là, c'est là que je me suis fait un peu une raison. Je me suis dit, voilà, la saison, elle est terminée pour moi. Je vais essayer de me remettre le mieux que je peux. Et puis voilà, après, je vais vivre un peu par procuration. Et puis, à travers les autres, je vais essayer d'avoir du succès par rapport à ça, quoi. Puis, cette année-là, Chaux-de-Fonds est champion suisse en Ligue B. Et Genève est champion suisse en Ligue A. Donc, je pourrais me dire, je suis 2 fois champion, quoi. 2 fois champion. Mais je pense qu'il y a quand même la fierté sportive un peu aussi qui revient et qui dit, voilà, j'ai pas vraiment participé à ce succès-là. Même si j'ai joué avec ces 2 équipes, d'une manière ou d'une autre, j'ai contribué. À Genève, j'ai fait, je crois, un peu moins de 15 matchs cette année-là. Je crois que j'avais fait même j'ai fait un match où j'ai joué 8 secondes, je crois. Puis j'avais marqué un but. Ouais. Et je crois que c'est un record, d'ailleurs. Je crois que c'est un record. J'avais vu un truc passer, c'est le but avec le moins de temps de jeu, je crois, un truc comme ça. C'est pas très glorieux, mais voilà, bref, en tout cas, ouais, je l'ai vécu, j'étais heureux et mine de rien, comme le disait Nini, alors Chaux-de-Fonds pas trop parce que j'avais fait une demi-saison avec eux, mais c'est vrai que Genève, je l'ai quand même pris comme si j'avais été champion suisse, quoi. Parce que je suis arrivé à 13 ans, parce que j'ai vécu plein de galères aussi, on a vécu des belles choses. Et parce qu'avant cette saison-là, j'avais aussi contribué d'une manière ou d'une autre, quoi. Et j'étais là. Et je me souviendrai toujours, d'ailleurs, à la fin du match, on avait l'opportunité de s'équiper ou de ne pas s'équiper pour célébrer, en fait. Moi, je m'étais dit, mais c'est hors de question que j'aille sur la glace, pas équipé, et puis que je célèbre avec les joueurs. Enfin, ça faisait pas de sens. Et il y a des joueurs, eux, qui l'ont fait, mais moi, j'ai dit non. Puis moi, j'avais parmi les patins depuis ma blessure, j'ai dit, mais je m'équipe, c'est pas grave. Parce que je pense, inconsciemment, je voulais vraiment me sentir, tu sais, comme un joueur qui a participé au match 7 contre Bienne, en fait. Et voilà. Et au final, ce que j'ai beaucoup aimé, et je leur ai souvent dit, c'est que les joueurs qui faisaient partie de cette équipe, il n'y a pas eu de différence. Tu vois, ils m'ont pris comme si moi, j'avais été un joueur qui avait joué tous les playoffs, en fait. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et au final, je me suis senti tellement à l'aise. Bon, j'avais pris quelques bières avant le match quand même. Donc, je me sentais bien, tu vois. Mais c'est vrai que ce sentiment-là, je l'ai beaucoup apprécié. Et au final, je l'ai vécu comme si j'avais été champion, quoi. Je parle au capitaine du Servette FC à ces moments. Tu as un coéquipier qui célèbre un succès comme ça depuis le banc blessé. Tu as envie de lui dire quoi quand tu entends tout ce qu'il dit là? Magnifique. Tout le monde doit être comme ça. Et puis je voulais revenir sur ce qu'il a dit, c'est que pour moi, les joueurs qui jouent un peu moins dans une saison, ils sont tellement importants. Peut-être plus importants que ceux qui jouent. Parce que ceux qui, à l'entraînement, ils se donnent pour montrer qu'ils sont capables de jouer plus. Donc ça pousse les autres qui sont titulaires habituellement. Donc pour moi, Elliott, il est tout aussi champion qu'un joueur qui a... Tom Ernest, Tom Ernest. Jésus. Est-ce qu'on a eu le même impact? Peut-être. Mais tu vois, non, pour moi, il est tout aussi champion que Tom Ernest là, et franchement, c'est très bien. Et tout le monde doit être comme Elliott, doit avoir la même mentalité qu'Elliott, parce que c'est grâce à des joueurs comme ça que Servette a pu décrocher le premier titre de champion. 100% d'accord. Ouais, moi, je le vois aussi. Puis c'est un sujet qu'on va aborder. Après, je vais laisser Sacha reprendre le lead, mais l'importance de cet impact dans le vestiaire. Ouais, on pourra en parler après. On fait un petit pas en arrière. Je voulais savoir, une fois que vous faites vos expériences hors terre genevoise et que vous revenez, et que là, vous faites réellement partie de l'effectif, vous venez avec un statut différent. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous revenez pour jouer, justement, Genève Servette FC? Moi, je suis revenu avec un statut différent parce que je venais de Super League et Servette venait de descendre en Challenge League. Donc, je venais de Super League, donc je devais me prouver que j'étais un joueur de Super League et faire ce pas en arrière, comme on l'a discuté hors antenne, c'est toujours important et je voulais vraiment revenir à Servette pour remettre ce club en Super League. Il a fallu du temps, certes, mais on finit par réussir. Mais c'était une décision facile à prendre de revenir, même en Challenge League. Ça m'a pas fait peur. Donc, je voulais jouer, je voulais avoir du temps de jeu et ça m'a souri vu
après quelques années, on a réussi à remonter et j'ai pu faire tous ces matchs avec Servette et c'était que du plaisir, du bonheur, même dans les moments les plus sombres, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir. Toi aussi, Bébert? Ouais, alors moi, je suis revenu après, justement, 2 ans à Bienne et 2 ans en Brie. Et c'est vrai que quand je reviens, les bruits de couloir, les gens sont pas ravis. Parce que, voilà, les gens se demandent pourquoi il revient à Genève, etc. Donc, moi, c'était différent. J'avais vraiment l'étiquette, hein, pas d'outsider, mais tu vois, bah, on verra, quoi. Et c'est vrai que c'est à partir de cette année-là, en fait, où vraiment je trouve un vrai rôle dans l'équipe. Voilà, j'étais le joueur de 4e ligne, le joueur de l'ombre qui se met en avant pour l'équipe. Donc voilà, vraiment ce joueur de rôle-là. Et en fait, je l'ai gardé jusqu'à la fin de ma carrière quasiment. Et c'est vrai que quand je suis revenu, voilà, c'était difficile au début, mais je dirais qu'après quelques mois, une fois que j'ai vraiment compris ce que je devais apporter à l'équipe, etc., franchement, ça a été une belle surprise, quoi. Et puis après, ça s'en est suivi je dirais que des bonnes saisons. Toujours des hauts et des bas, évidemment, hein, mais de manière générale, ouais, je dirais que mon retour à Genève, il s'est quand même plus ou moins bien passé. Et tout ce qui s'est passé avant, justement, d'être sorti de sa zone de confort, etc., ça m'a beaucoup aidé après pour les années à venir. Parce qu'à ce moment-là, vous pensiez à la suite, à être champion avec votre club. Enfin, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit, hein? Non, moi, quand je suis revenu à Servette, c'était déjà pour avoir plus de temps de jeu, forcément, vu que j'en avais plus beaucoup à Sion. Et je me disais pas, je vais être avec Servette, je vais gagner la Challenge League. Alors oui, Servette, c'est un club de Super League, mais au début, je voulais vraiment reprendre du plaisir, etc. personnellement. Mhm. Puis après, oui, remonter ce club à sa place. Et ça a mis du temps, comme je n'arrête pas de le dire, mais on a réussi. Et à la fin, je retiens que ça, quoi. Toi aussi, Bébert, tu voulais juste jouer, enfin, prendre du plaisir. Ouais, ah ouais, 100%. Puis en plus, moi, ça s'est fait un peu sur le tard. Quand même, la signature de contrat, c'était fin de l'été, je crois que c'était en juillet. Juin-juillet. Donc, c'est vrai que ça s'est fait tard. Mais voilà, moi, c'était j'étais déjà super content de revenir à Genève, honnêtement. Tu vois, de revenir un peu à la maison avec les copains. Et puis me rapprocher de ma famille, etc. Ça, c'était trop bien. Et c'est vrai que... Ouais, c'était pas spécialement pour gagner des titres, je pense. Je m'étais pas projeté autant, je pense, comme Nini. Mais voilà, au fur et à mesure, tu te fixes un petit peu d'autres objectifs. Même si quand je suis revenu, j'aurais jamais pensé qu'en 2023, on aurait été champion suisse et champion d'Europe en 2024. Jamais. Honnêtement, pas à ce moment-là. En plus, on était proche de la faillite aussi, à ce moment-là. Le club avait été repris, etc. Donc, on était plus en train d'essayer de maintenir le club à flot et puis de participer aux playoffs. Mais en plus, cette année-là, on avait reconnu des magnifiques émotions. Tu étais là, toi, Gauthier, aussi. Hein. Cette année-là, en 2018, on fait les quarts de finale contre Berne. On fait le match le plus long de l'histoire de la Ligue suisse. Donc, ça y est, on sent qu'à Genève, il se repasse un peu quelque chose aussi. Donc, ouais, c'était cool. Parce que vous avez failli connaître une faillite. Toi, tu as connu la relégation administrative. Ouais, pas faillite. Ouais. Comment ça se passe pour toi personnellement à ce moment-là? C'était compliqué parce que je me souviens, on n'était plus payé à la fin. On continuait de jouer, on continuait de se donner à fond. Je me rappelle d'un match où il y a Derek Kuteza et Denis Zakaria qui font leur premier match à Bologne. Et Denis arrive à marquer un but qui nous fait gagner 2-1. Puis on était tout contents alors qu'on n'était plus payé. On sentait, ça sentait pas bon, quoi, mais on arrivait à se procurer ces émotions-là. Et fin de saison, je me rappelle comme c'était hier, on était à l'aviation pour le dîner de fin de saison tous ensemble et on apprend cette nouvelle comme quoi l'ancien président a vendu pour un franc symbolique le club. Donc malheureusement, on va devoir évoluer en première ligue promotion. Donc ouais, pas facile à digérer. En plus, moi j'étais un peu entre deux avec Sion, j'étais toujours sous contrat à Sion. Je voulais pas retourner à Sion, on me répondait pas. Je voulais peut-être rester à Servette pour aider de nouveau le club parce que je voulais pas laisser le club en première ligue. Je déteste faire ça, partir sur un échec, c'est pas moi. Et ça a mis un peu de temps entre les deux, pas facile à digérer, et finalement ça s'est fait entre Sion et Servette, il y a eu des discussions, donc j'ai pu revenir en première ligue. C'était compliqué, mais comme je l'ai dit au début de notre vidéo, heureusement qu'on est remonté directement, parce que
faire ces matchs-là à Brighton Rhine sur un petit synthétique, c'est jamais facile, mais voilà, heureusement qu'on est monté direct, parce que je pense que sinon le club aurait peut-être végété un peu plus longtemps dans les catégories amateurs. C'est un soulagement pour toi, pour ta carrière à ce moment-là, de revenir en Challenge League? Ouais, bah déjà je pense que quand je suis revenu de Sion en première ligue, pas beaucoup de monde croyait en moi. En fait, il dit je pense que tu vas t'enterrer. Pourquoi? Je dis en fait j'ai envie de jouer avec Servette, remonter le club, et je préfère être en première équipe à Servette que jouer avec les moins de 21 ou la deuxième équipe à Sion. C'est plus mis en vitrine. Potentiellement je pourrais peut-être trouver quelque chose après. Et on arrive à remonter en Challenge League, et ensuite j'ai fermé un peu des bouches à gauche et à droite, mais j'ai prouvé que voilà, avec de l'abnégation et tout, de l'envie, qu'on n'avait rien à faire, désolé, mais en première ligue promotion. Ouais. Mais heureusement qu'on est remonté. Franchement, un soulagement, quoi. Et vous connaissez ensuite, on a parlé un petit peu de l'accomplissement, un petit peu de votre carrière, qui est le titre avec vos clubs respectifs. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait pas encore 10 ans, mais qu'est-ce que ça vous fait de dire je suis allé là avec mon club, et puis c'est un truc qu'on pourra jamais m'enlever, c'est ce type de champion. Ouais. Toi, tu as été champion suisse, donc je pense que c'est différent encore. Ouais, mais Bébert, il a aussi été champion d'Europe en marquant le premier but dans la cage déplacée. Ouais, exactement. No goal. J'aurais été dégoûté là. Mais c'est vrai que ça s'est bien enchaîné ces 2 années-là. Mais on sait, à Genève, j'avais jamais vu une ferveur comme ça à Genève, honnêtement. On sait que des fois à Genève, le public c'est un peu des supporters opportunistes. Enfin, y a événementiel. Non, mais c'est vrai. Et puis à ce moment-là, c'était dingue vraiment ce qui se passait à Genève en fait pendant les playoffs en 2023 et même la finale de Coupe d'Europe. Enfin, je veux dire, il y avait, je crois, 10 000 personnes dehors aussi. Au championnat suisse, enfin, il y avait, je crois, 15 000 personnes dehors, il me semble. J'imagine que vous avez plein de messages pour avoir des billets à ce moment-là. Enfin, il y a quelques messages. Je crois, Nini m'avait demandé pour la Coupe d'Europe, d'ailleurs. Non. Ça, t'as gratté des billets? Non, moi, j'avais l'abonnement. Non, mais attends, c'est le match 6, je crois, qu'on va gagner à Bienne. On perdait 3-2 dans la série. C'était nous chipper un match. Je ne suis plus exactement sûr de comment ça s'est déroulé. On gagne le match à Bienne, et je vois qui en première ligne en train de célébrer avec des lunettes noires. J'ai le droit de le dire ou pas? Dis-le. Ah ouais? D'ailleurs, du temps passé. Oui, je suis venu 2 fois à Bienne. Je sais pas si c'est ce match-là ou le match avant. Avec les blessés dans le parcage. On était venus dans le parcage. On était en KO, tu te rappelles? On était en KO, on avait des casquettes, lunettes, et on chantait, on a fait tout le match là-bas. Incroyable. Ouais. Ah, c'est exceptionnel. C'était magnifique. Ouais. Et on parlait justement de quand tu joues pas, etc., pouvoir vivre au travers de certaines choses. Ben là, justement, ça faisait partie un peu de ça aussi. Pouvoir être avec les supporters et tout. Ouais, j'avais dit à Elliot que je venais avec mon frère, et je sais pas, trop bien que vous soyez venus, franchement. Ouais, du coup, nous, on était là en tant que blessés. Et puis, on avait dit, allez, on va aller avec eux, quoi. Pourquoi pas, finalement. De toute façon, on n'a rien à perdre, Qu'est-ce que j'étais débile. Aller à Bienne, je sais pas à quelle heure c'était le match. 20h. Les playoffs. Ça devait être à 20h, je pense. Le lendemain, j'avais l'entraînement à Yverdon. Ouais, tout faux, mais tu vois, je retiens ces souvenirs-là que c'était magique. Ouais, c'était magique. On avait bien rigolé, on avait gagné en plus. Franchement, c'était magnifique. Magnifique. Et toi, tu retrouves la Super League avec Servette? Ouais. Enfin, ouais. Enfin. Ouais, un soulagement, que du bonheur. Puis comme je te dis avant, avec une équipe, à défaut de cette cohésion, on était vraiment bon. Il y avait des joueurs individuellement, c'était trop fort, et franchement c'était mérité. Et ensuite l'année d'après en Super League, on arrive à faire, je crois, 4e la première année et 3e la deuxième saison. Donc franchement cette pente ascendante pour le club, ça fait plaisir. Beaucoup de monde attendait ça depuis pas mal d'années. Et dire que j'ai fait partie de ça, de cette remontée en Super League déjà premièrement, c'est un travail que franchement, je suis revenu à Servette, c'était pour ce moment-là. Et on a soulevé cette coupe-là avec tous mes potes derrière. C'était un moment incroyable et un moment inoubliable. Il y a Toms, d'ailleurs, il voulait t'entendre sur un sujet. Et puis il me disait... c'est un sacré sujet. Il me disait ce qu'il a toujours impressionné chez toi, c'est que peu importe l'adversaire que tu avais face à toi, tu disais toujours sur 90 minutes, je peux l'avoir.
Et là, typiquement, quand tu arrives, le premier match de Super League à Berne contre IB, le champion en titre, tu te dis quoi à ce C'est moment-là? vrai qu'il a raison parce que souvent, je prends l'exemple, si tu joues contre un club, peut-être en coupe, tu te mets souvent, il y a des joueurs qui se mettent au niveau des adversaires un peu moins forts, entre guillemets, et c'est là qu'ils loupent leur match. Et moi, j'ai toujours réussi à m'adapter à ce genre de situation, à ce genre d'équipe. Et c'est clair qu'après, en Super League, quand tu connais normalement les meilleurs joueurs des équipes, c'est les ailiers. Ouais. Donc tu te dis, ah ouais, on va avoir du boulot. Et puis, je me disais, même s'il me passe une ou deux fois, c'est clair que potentiellement N'Gamale sur le côté, il va plus vite que moi, ça c'est une certitude. Il faut que je le prenne différemment. Et... Non, pas forcément, tu vois. Ouais, pas forcément le découper, mais je suis pas un joueur comme ça qui aime découper les gens. Ça dépend qui. Mais tu vois, être sur lui quand il reçoit le ballon pour empêcher de prendre la vitesse et tout. Donc, mais oui, après, c'est clair, quand tu vas En fait, ce qui est drôle, c'est que le premier match quand je suis revenu à Servette, Première Ligue, promotion, c'était à Brighton Rhine. Quand on est remonté, c'était à IB. Et puis les deux stades, ils sont à quelques mètres. Donc, et ma femme était venue aux deux matchs. C'est drôle parce qu'on a une photo à Brighton Rhine quand on fait l'échauffement. Et il y a le petit stade de Brighton Rhine dans la cité de Berne. Et elle a une autre photo aussi, elle a partagé en story quand on rentre sur le terrain. Et puis, Grambeau, Berne, les champions, je crois qu'ils étaient champions l'année d'avant. Donc, franchement, le gros décalage. Ouais, le gros décalage entre les deux, c'était énorme. Mais c'est vrai que je me suis adapté souvent aux adversaires que j'avais en face de moi. Puis il y a un truc qui vous caractérise tous les deux, c'est que dans vos carrières, vous avez toujours mis des goals. Toi, ton but à Zurich, tu mets une demi-volée totalement excentrée, des coups francs, des machins. Cacahuète. C'est ça. Ouais. Vous avez une recette pour mettre ce genre de goal ou Moi, je pense oser, tout simplement. Parce que si j'ose pas la voler, par exemple, le but que tu as pris comme Zurich, on n'en parle jamais, quoi. Et puis, donc là, j'ai osé, j'ai tiré. Et je pense que c'est l'instinct, quoi. Si tu oses sur le moment, C'est vrai que tu as mis des sacrés buts, toi, quand j'y repense. C'est vrai que j'ai mis des sacrés buts, quoi. Non, mais... Avec Yverdon aussi. Yverdon, j'en ai... J'ai une volée en tête. Avec le ballon là, qui finit plein lucarne comme ça. C'est celle-ci, la cacahuète, la fameuse. La fameuse cacahuète. Ouais, c'était sur les réseaux, je crois, ils avaient caractérisé ça comme c'est cacahuète. C'est vrai. Il avait dit, non mais ouais, il était exceptionnel ce but. Mais tu vois, si j'ose pas, en fait, si t'oses pas, jamais tu vas marquer un but comme ça. Ouais. Après, j'ai pas marqué beaucoup, donc tant mieux si... Quand même, pour un latéral, je trouve. Enfin, au niveau de la qualité des goals. Des frappes tendues, croisées, en dehors des salles. Ouais. Je sais que depuis tout petit, j'ai une bonne frappe, donc... Tu vas. Donc on allait tirer au grand donzel, t'as quand même mis le ballon chez la voisine derrière. C'était moi. C'était toi, ouais. On a jamais récupéré le ballon. On l'a jamais récupéré. On passe une annonce si jamais vous avez retrouvé un ballon dans ces zones-là. Ouais. Moi, je pense qu'elle va pas nous rendre ça. Non, d'avoir 15-20 des ballons, elle les garde, je pense. Elle n'a pas habité à côté du terrain. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, les buts, c'est... Moi, c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de buts dans ma carrière. Mais il y en a qui étaient relativement sympas. Presque chaque année dans le top 10, Bébert, des buts. Ouais. J'aurais peut-être dû me concentrer, en mettre un peu plus, mais les moins jolis. J'aurais peut-être gagné plus d'argent, tu vois. Et les célébrations aussi de Bébert, des bonnes célébrations, ouais. Ça, c'est peut-être plus important que le but. Tu peux pas tout faire. Hein. Tu peux pas tout faire. Mais ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que non, écoute, quand j'y repense, il y a eu quand même 2-3 buts sympathiques à regarder. En plus, Bébert, t'es champion d'Europe. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de dire t'es champion d'Europe ? Alors, écoute, moi, sur le moment, honnêtement, c'était dingue, vraiment. Déjà, c'est la première fois que ça arrivait dans ce format-là pour une équipe suisse. C'était cool parce que mon papa était là, j'avais pas mal de potes qui étaient là aussi. Et pareil, ce début de saison, normalement, cette saison-là, je commence pas dans le top 12 des attaquants, je joue pas énormément. C'est qu'après, je crois, peut-être 5-6 matchs où vraiment je commence à rejouer. Et de pouvoir jouer cette finale, pouvoir mettre le premier but, je pense aussi, qui a donné une bonne dynamique, etc. D'être à vie inscrit sur cette feuille de match, tu vois, avec ce but, c'est une fierté, surtout par rapport à tout ce que j'avais connu un peu avant, en fait. Avec la saison précédente aussi, où c'est un peu compliqué, etc. C'est vrai que ce but, il me fait du bien, et il me donne envie de continuer, tu vois, à ce moment-là. Ce qui est contradictoire, c'est que j'arrête ma carrière après, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un moment inoubliable que j'ai vraiment vécu à 200%.
Mais je m'en souviens, après ce match-là, j'étais avec Christophe Cavalieri. On était sur le banc tous les deux, on était pas mal stressés parce que c'était un match assez tendu, il y avait 3-2. Voilà, c'était assez stressant. Et puis à la fin, je me souviens, on avait les larmes aux yeux parce que c'était trop beau. Et moi, je me souviens vraiment, j'étais rempli d'émotions, quoi. Voilà. Là, à ce moment-là, je suis sur le banc, je vis l'instant présent et j'ai contribué, tu vois. Et ça, franchement, c'était la classe, quoi. Vraiment. Je me rappelle de ce but-là. Moi, je suis dans les gradins. Là. J'ai pas le banc cette fois-ci. Et je me rappelle de la saison a été tellement difficile. Et t'étais passé par des moments vraiment pas faciles, mais c'est pas à moi d'en parler. Et quand t'as marqué, j'ai pleuré dans les gradins. Ah ouais, J'étais tellement plein d'émotions. Ouais. C'était tu sais, pour un coéquipier comme ça qui galère pendant une saison. Et que tu vois que tu as vu galérer. Et que tu as vu galérer et qui marque un but qui est tellement important pour l'équipe et pour lui, moi ça m'avait fait pleurer dans les gradins. Ouais, surtout à ce moment-là, en fait. C'est pas un match anodin non plus. Ouais. Je veux dire, tout le monde, on attendait que ça. Puis c'est marrant que ce match il soit à Genève, parce qu'en fait, je sais même pas comment on a réussi à avoir ce match à Genève au final. C'est en termes de classement, de but et tout, mais l'histoire a fait que ce match il se jouait là. Mais ouais, c'est vrai que c'était beau. Et t'es pas le premier à me dire ça, parce que même des amis à moi qui sont pas dans le hockey du tout, ils ont eu aussi les larmes aux yeux, parce que ben voilà. Et quand je disais tu vis à travers les gens, ben, c'est aussi les gens en dehors du hockey. Et je vois, là, j'ai des photos où je suis avec ma femme qui est enceinte jusqu'au cou comme ça, avec mon père. Puis, ouais, de les voir aussi vivre ces émotions-là, toi, ça, tu te dis, purée, on a fait un truc de dingue, quoi. Puis tu savais à ce moment-là que tu allais t'arrêter? Ouais. Oui, T'avais à ce déjà moment-là, pris la décision? je savais plus ou moins. C'était plus ou moins acté. Je veux pas dire de bêtises, mais oui, normalement, c'était en tout cas quasiment à 99% de chances que j'allais mettre un terme à ma carrière à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette saison aussi, je pense que ça a été une de mes meilleures saisons en carrière, à partir du moment où j'ai joué, hein, bien sûr. Mais parce que peut-être que, mine de rien, je savais que c'était peut-être la dernière. Sans le savoir. Tu t'es lâché inconsciemment, c'est ça? Ouais, je me souviens que j'avais... Alors, est-ce que c'est en lien avec la personne que je voyais aussi, à qui je fais une belle bise à Astrid, le fait de la voir aussi, elle m'a beaucoup aidé. Ça a peut-être relâché pas mal de choses intérieurement. J'avais peut-être moins le contrôle sur tout. J'ai peut-être un peu plus profité, en fait. Et peut-être que, mine de rien, c'est aussi pour ça. Mais effectivement, ouais, à ce moment-là, je savais que c'était probablement la fin. Ouais. Petite Astrid, elle est coach mental. Hein, juste ouais, pardon, ouais. Préciser. Et pour en revenir, parce qu'on discutait avec Nini qui a encore du coffre et qui va encore jouer un certain temps, toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de t'arrêter? Bon, il y a plein de facteurs. Hein. Honnêtement, ça a été un mélange de pas mal de choses. Le fait que on m'ait proposé une opportunité de reconversion aussi à l'interne du club, ça a été aussi une chose où je me suis dit, bon, faut quand même que j'étudie l'opportunité. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a une opportunité de reconversion directement après sa carrière. Donc je me suis dit, je vais quand même regarder ça. Le fait aussi que j'avais des opportunités, mais ailleurs, à l'échelon inférieur notamment. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je parte seul, sans les enfants, sans ma femme, parce que il y avait l'école, la crèche, etc. Donc il y avait ça. Et puis est-ce que je me voyais aussi faire tous les sacrifices que je faisais à Genève, les faire dans un autre club? Je savais pas trop. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai quelques regrets parce que j'ai arrêté tôt, quand même, mine de rien. Je pense que physiquement, j'étais au top, je me sentais bien. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, ouais, j'en peux plus, il faut que j'arrête vraiment, quoi. Là, c'était vraiment voilà, un enchaînement de faits qu'on dit, ok, c'est bon, il faut que je passe à autre chose, quoi, et puis que je fasse peut-être quelque chose d'autre maintenant, plutôt que partir, revenir dans 2 ans, et puis devoir me retrouver dans la même situation. Et ce sera pour toi aussi, Nini, comme question. Si tu devais revenir 10 ans en arrière, et si tu pouvais te parler de 10 ans en arrière, tu te conseillerais quoi? Je me dirais plein de choses. Hein. Moi, je me dirais profite. Ouais. Ça passe tellement vite. Et on nous l'a dit quand on était jeunes. Hein. C'est clair qu'on nous l'a dit, mais quand tu es un peu plus vieux et que tu te dis ça aux jeunes, ils vont te dire non, mais attends, c'est encore dans 10-12 ans. C'est ça, ouais. Mais en fait, ça passe à une vitesse que je me serais peut-être dit ça. Profite de chaque jour, de la chance que tu as de pouvoir faire du foot, faire ce que tu aimes, aller t'entraîner le matin et avoir un libre l'après-midi quand tu vois
les gens travaillaient, ben, c'est pas du tout la même chose. Donc je me serais dit clairement ça. Profite de tout ça, ça passe très vite. Donc, et après, tu auras une vie. Donc profite de ta carrière. Quoi. T'as raison. C'est vrai que c'est ça. Profite, réfléchis pas, contrôle les choses que tu peux contrôler, mais le reste, Laisse-les. va à fond, te mets pas trop d'ondes négatives. Mais après, c'est dur, hein, parce que dans une carrière, t'as toujours voilà, des moments difficiles à gérer, etc. Mais de pouvoir, même dans les moments difficiles, dire ok, je mets ça de côté, j'avance, j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin. Et puis voilà, parce que finalement, il n'y a pas que le foot et le hockey dans la vie, il y a plein d'autres choses qui peuvent te procurer d'autres émotions, d'autres choses sympas aussi, quoi. Mais ça, c'est avec l'âge, je pense. Hein. Parce que moi, c'est vrai qu'au début de ma carrière, un match, il pouvait me prendre la tête pendant quelques jours. Puis aujourd'hui, même si je fais une mauvaise prestation ou quoi, sur le moment, ça va m'affecter. Mais quelques heures après, je passe à autre chose. Par exemple, là, j'ai la famille, j'ai les petites. Ouais. Qu'est-ce que je vais amener ma négativité ou mon énervement par rapport au match à ma famille qui n'a rien demandé, quoi. Et ça, aujourd'hui, j'arrive bien à faire la part des choses, de garder ça pour moi. Bon, parce que tu as vécu aussi pas mal de choses, enfin, sur le plan sportif. Ouais, c'est des expériences qui te font aussi grandir. Ouais, c'est clair. Tous les moins bons moments que j'ai passés, que ce soit entre Sion et Servette au début, après la Servette, donc c'était pas évident. Ouais. Donc oui, après, ça travaille, ça forge le caractère. Ouais. Et aujourd'hui, je le dis, hein, mais j'ai pas envie d'amener mes emmerdes à la maison, quoi, et d'être le mec aigri. Ça peut arriver, c'est clair, mais de moins en moins. Et je pense que c'est grâce à l'âge, ça. Et typiquement, cette fin de parcours avec Servette, comment est-ce que tu la vis ? Je la vis au début très mal, très difficile, parce qu'on m'annonce le 20 décembre, pendant les vacances, on veut me voir à la Praille. Donc je sais pas, on avait parlé d'une potentielle prolongation de 1 an pour me remercier pour tout ce que j'avais fait, etc. Et moi j'avais dit, si vous voulez mettre un jeune devant moi, il n'y a pas de souci, je serai là pour le guider, pour l'aider et tout. J'arrive le 20 décembre dans les bureaux à la Praille et on m'annonce qu'au mois de juin, on compte plus sur moi. Et voilà, le rendez-vous a duré 5 minutes. Donc gros choc. Sur le moment, j'étais assez choqué. Donc j'ai pas trop parlé. Je suis rentré à la maison. Forcément, j'ai fondu en larmes. Il y avait ma femme qui était à la maison. Donc j'ai fondu en larmes parce que ça fait mal d'entendre ça. Et je voulais pas que ça se termine comme ça, surtout après tout ce que j'ai donné. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité. Ça s'est fait vraiment vite, en peut-être 2 semaines, à Yverdon. Et je les remercie encore aujourd'hui à Yverdon parce que c'est une magnifique page qui s'écrit et qui va continuer, j'espère, à s'écrire. Mais en tout cas, le début, très, très compliqué. Je pense que j'étais peut-être aigri à ce moment-là à la maison. Mais non, et je pense même pas tant que ça, mais plutôt triste, déçu de comment ça s'est fait, en fait. Après, un club qui veut pas prolonger un joueur, c'est leur choix, ils ont le droit, c'est normal, c'est dans le foot, ça se passe comme ça. C'est juste la façon de faire, quoi. Qui plus était le capitaine de l'équipe à ce moment-là. Voilà, capitaine, tout donné, toujours revenu quand le club était dans des situations compliquées. Et c'est comme ça qu'on te remercie. Non, pour moi, c'est pas ça. Il y a quand même des sentiments et voilà, j'ai été foutu dehors on m'a dit ça comme une vieille chaussette le 20 décembre pendant les vacances et juste avant Noël. Donc, joyeux Noël, Sautier. Et profite bien de tes vacances. Ouais. Et qu'est-ce qui t'attire dans le projet d'Yverdon après, qui te permet de switcher Déjà, jouer. Parce que je me suis dit, est-ce que je reste à Servette 6 mois jusqu'à la fin de mon contrat, potentiellement sans jouer. Et on sait que dans le foot, en tout cas, je sais pas comment c'est dans le hockey, mais quand tu joues pas 6 mois, à mon âge, c'était compliqué peut-être de retrouver quelque chose. Donc je me dis, en fait, il y a tout un truc qui se fait. Il y a Levin Bloom qui était à Yverdon, qui se fait rappeler par IB de près. Il retourne à Young Boys. Donc le poste de latéral droit se libère. Donc après, j'avais des contacts avec anciennement le directeur sportif Marco De Gennaro, qui a fait du très bon boulot pour moi, qui m'a aidé, que j'avais déjà eu à Sion à l'époque. Donc je le remercie encore. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu. J'ai eu le coach Uli Forte par visio, on a discuté et il me voulait vraiment parce qu'il savait les qualités que j'avais. Et entendre de quelqu'un louer les qualités de moi-même, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu à Servette, donc ça faisait du bien de retrouver ça. Et je me suis dit, vas-y, va à Yverdon, même si tu descends d'un échelon, va en Challenge League, va jouer, va reprendre du plaisir.
Et c'est pour ça que j'ai accepté l'offre d'Yverdon, tout Et simplement. les choses que tu as fait, hein. Tu as pu retrouver un petit peu le plaisir et tu as Ouais. connu le succès aussi, parce que tu as remonté avec Yverdon en Super League. Ouais, j'ai retrouvé le plaisir surtout, et j'avais pas mal de connaissances qui jouaient déjà à Yverdon. J'avais William Le Poguin, par exemple, qui était capitaine à cette époque. Il y avait des Hugo Farg que j'avais connu à Servette. Miguel Rodriguez, bon, peut-être j'en oublie plein, mais ouais, retrouver ça, des joueurs qui m'avaient manqué parce que j'étais proche d'eux. Et voilà, les 6 mois étaient plus ou moins compliqués, surtout les 3-4 premiers mois. Et cette deuxième saison, pleine en Challenge League, on arrive à remonter en Super League avec Yverdon. Enfin, monter en Super League avec Yverdon, c'était inouï parce qu'en début de saison, on parlait pas du tout de ça. Puis au fur et à mesure des matchs qu'on jouait, on grattait chaque place, on commençait à toucher la 3e place. Puis on se disait jusqu'où on va s'arrêter. Un peu comme Toon cette année, hein, j'ai l'impression en Super League. Ouais. Jusqu'où on va s'arrêter. Et puis finalement, on a été champion, on a soulevé cette coupe avec Yverdon. Alors que, je l'ai dit, on n'avait pas la meilleure équipe peut-être sur le papier, mais la cohésion de groupe, c'est ce qui a fait... C'est un peu comme à Servette au final, si tu pouvais tracer un parallèle. Parce ouais, que Servette, on avait pas quand mal. même individuellement, je pense, Plus une de meilleure qualité. équipe que Yverdon. Ouais. Et par contre, la cohésion, ouais, elle se ressemble beaucoup à l'année avec Servette. Mais franchement, c'était exceptionnel dans ce petit stade là-bas à Yverdon, dans le municipal. Il y avait vraiment pas mal de monde à cette époque. C'était ouais, puis une belle revanche pour moi aussi. Donc ça, c'est cool. En parlant de revanche, il y a Jérém Prick qui a une question pour toi. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre de revenir à Servette, à Praille, avec le maillot d'Yverdon? Ouais, franchement, c'était spécial, bizarre. Déjà, quand tu arrives, tu avais l'habitude de tourner à gauche. Donc là, tout le monde le dit, hein, mais là, je devais aller à droite dans le vestiaire visiteur. Donc vraiment spécial. Et franchement, ça m'a mis la chair de poule, des émotions. En plus, le premier match qu'on est revenu, je crois qu'il y avait aussi Boris Espedes. Ouais. Donc c'était sympa, on a été acclamé par le public, c'était vraiment sympa de revenir. Ça fait bizarre, oui, d'arriver avec un maillot blanc et vert d'Yverdon, mais oui, j'étais content de retrouver Servette parce que ça veut dire qu'on était monté avec Yverdon et je voulais une fois rejouer peut-être contre Servette, donc c'est ce qui s'est passé. Et franchement, que du bonheur. Franchement, le retour à la Praille, c'était que du plaisir. Il était, la première fois, c'était spécial ou à chaque reprise, il y avait des émotions particulières? Ouais, à chaque reprise. Bon, la première fois, c'est vraiment les big émotions, mais même les secondes. Hein. Quand je suis revenu après, ça faisait toujours spécial de revenir. En plus, on est revenu un match. Bon, malheureusement pour Servette, on a gagné. C'était la fête des 135 ans. Oui, c'est juste. Donc ça, c'était... Tu vois, j'ai l'impression que le destin, des fois, il fait bien les choses. Que je revienne jouer à la Praille pour les 135 ans du Servette, dont tu as été le capitaine. Ouais. C'était, comme tu l'as dit, symbolique. Bon, tant mieux pour nous, on a pu gagner ce match. Mais malheureusement pour Servette, on a un peu gâché la fête. Donc. Après, voilà, je porte le maillot d'Yverdon, donc j'avais envie de gagner. Tu restes professionnel. Je reste professionnel. T'avais un peu une rancœur justement sur ce match en se disant je vais leur montrer, tu vois ce que je veux dire? J'avais une petite au début quand je crois on avait joué contre Servette le premier match, mais à la Maladière parce que notre terrain à Yverdon n'était pas prêt. Ouais. Et je me suis peut-être dit vas-y, prouve-leur en fait à ceux qui ont voulu ne pas te garder à Servette, prouve-leur que t'es pas cramé, que t'es un bon joueur. Et voilà, ça s'est fait. Mais pour moi, j'avais rien à prouver. Mais souvent, tous les jours, au foot, tu dois prouver tous les jours à tout le monde que tu dois jouer, que tu peux jouer encore. Donc ouais, une petite rancœur au début, mais elle s'est vite estompée par la suite. On a fait un petit peu le tour. On voulait aborder aussi certains thèmes avec vous. Le premier qui nous tient à cœur, c'est la paternité. Et qu'est-ce que c'est d'être père dans le une sport, carrière, exactement. Et tout ce que ça implique. Je ne sais pas, qu'est-ce qui veut commencer? En tout cas, perso, c'était dur. Ouais. Moi, je voulais dire, c'est que moi, j'ai eu qu'un enfant pendant que je jouais. Mais si à l'heure actuelle, je jouais encore avec 2 enfants, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on dépend beaucoup quand même du sommeil. Ouais. Oh là là. C'est ce que Jérém nous disait aussi. Et moi, à l'époque, ma première, elle dormait super bien. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de chance de ce côté-là. Mais ma deuxième dort moins bien. Et heureusement, je joue plus. Mais franchement, ça aurait été quand même compliqué. Après, un truc que j'aurais vraiment voulu vivre avec ma deuxième, c'était qu'elle me voit jouer. Parce que j'ai beaucoup aimé la première, qu'elle puisse venir au match,
pendant l'échauffement, de pouvoir la C'est regarder, les lui dire meilleurs coucou moments, et ça, tout. ouais. Et en fait, c'est fou, c'est tellement bête, c'est anodin et tout, mais ça, on faisait, je sais pas, 15 tours, puis chaque tour, tu dis coucou, tu fais un bisou, et pendant 15 tours, tu fais ça. C'est que t'es un enfant dans ton gosse, quoi. Et ça me manque un peu quand même. Je trouve que c'est vraiment des beaux moments. Puis Nini, lui, ses filles viennent encore au match et tout. Ça a l'air génial. Par contre, moi, c'est le contraire. Ma première ne dormait pas bien du tout. Mais des fois, j'arrivais aux entraînements, bon, j'étais un cadavre. Et je pense, j'ai eu un moment où mes prestations étaient moins bonnes, j'en suis conscient, et je pense que ça fait partie de ça. Le sommeil, c'était tellement difficile, je se réveillait 10 ou 12 fois par nuit. C'était horrible. La première, c'était horrible. Donc, je pense le sommeil fait énormément beaucoup, dans le... Vous pensez qu'on sous-estime un petit peu l'effet d'être papa dans le sport de haut niveau? Pas tout le monde, je pense. sous-estime. Parce qu'il y en a qui sont conscients, je pense, déjà ceux qui connaissent bien le sport et qui sont peut-être des parents dans ça. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent mais c'est bon, il y a un enfant. On en a tous eu. Et puis il s'entraîne 2 heures par jour et puis il y a sa femme à la maison. Je pense qu'il y en a qui pensent comme ça, mais en fait, pas du tout. T'es père pendant que t'es à la maison, t'es père, et quand tu vas t'entraîner, c'est difficile et tout. Donc puis ton corps, c'est ton outil de travail aussi. Je veux dire, si tu dors mal, moi je le vois très bien. Si je dors mal la nuit, ça va pas affecter mon boulot normalement à l'heure actuelle. À l'époque, si je dormais mal ou voilà que je faisais peut-être une mauvaise sieste ou des trucs comme ça, ça peut peut-être jouer quand même sur ton corps, ta fatigue, ta récupération, les blessures. Exactement. Ouais, je pense que ça a un réel impact là-dessus. Après, nos femmes se connaissent bien depuis. Nos filles ont le même âge quasiment. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu des femmes qui nous ont quand même beaucoup soutenus dans le sport. Et heureusement, et je pense que ça aide beaucoup. C'est vrai que si tu as une femme qui comprend pas trop ce que toi tu vis au sport, etc. Ça peut être compliqué. Ouais, je pense qu'elle te donnera peut-être moins cette liberté de dire ok, repose-toi, t'as match, ou je gère, etc. Et nous, on a eu cette chance-là. Souvent, moi, elle fait ça, ma femme. La veille de match. Parce que ma deuxième, elle a des petites périodes aussi où elle dort moins bien. Elle me dit clairement, je gère cette nuit, essaye de te reposer un maximum. Et je pense que c'est aussi grâce à elle qu'aujourd'hui je suis pleine canne. Non, c'est clair, je pense que c'est super important. Et parler de soutien, c'est. Après, ça t'affecte aussi à la maison, sur ton caractère. Je pense que des fois, le sommeil, t'es une autre personne la nuit. Donc, si tu dors pas, t'es fatigué le lendemain, t'as moins de patience, donc ça peut éclater d'une minute à l'autre. Donc franchement, je pense que c'est important d'être solide, quoi. Vous avez parlé du rôle de la fatigue sur les blessures. Avec Jérém, on a pu aussi un petit peu discuter de l'influence de ses émotions parfois sur ses blessures, notamment ses blessures au dos qui survenaient après des grosses frustrations. Vous, il y a des liens aussi que vous faites dans votre carrière à ce niveau, comme quoi il y avait sur le plan émotionnel des choses qui jouaient sur le plan privé sportif et d'un coup ça se reflétait sur une blessure. Moi, j'en ai une seule qui me vient en tête parce que c'est la seule vraiment où je peux me dire, bon, là, il s'est passé quelque chose, c'est l'année où j'étais à Chaux-de-Fonds. Je pense qu'il y a eu un surplus émotionnel dans la tête sur le fait que je jouais pas à Genève, que j'ai quitté ma famille pour aller jouer à Chaux-de-Fonds, qu'il y avait ce truc où je l'ai laissé un peu toute seule, donc je me sentais coupable, je culpabilisais beaucoup, que je suis retourné à Chaux-de-Fonds en fin de saison, et je pense que cette blessure, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des blessures aux genoux, aux épaules. Quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'elles ont toute une signification. Et je crois que cette blessure au genou, justement, c'était un surplus émotionnel de culpabilité ou un truc comme ça. Et clairement, je pense que moi, c'était ça. Il y avait eu trop. Et mentalement, peut-être que j'étais pas à 100% bien dans mon corps, etc. à ce moment-là. Et je pense que quand tu réfléchis trop, que tu penses trop, c'est là qu'il y a souvent des petits soucis physiques qui arrivent. Ouais, moi j'en ai pas comme ça qui vient. Bon, j'ai jamais été blessé, je touche du bois, mais des grosses blessures comme Elliot il a pu avoir au genou. J'ai eu des petites déchirures, des trucs un peu basiques dans le foot. Donc non, comme ça non. Je pense que j'arrive à bien faire la part des choses. Ouais, j'essaye en tout cas un maximum, même si des fois c'est un peu plus compliqué et que ça peut arriver. Après, tu vois, j'ai eu une petite blessure fin de saison passée. Est-ce que c'est l'âge? Moi, je pense que c'était plutôt l'âge à ce moment-là. J'avais enchaîné
3 matchs d'affilée, dont 120 minutes contre Lausanne la semaine. Donc je pense qu'au bout d'un moment, mon corps il a dit calme un peu. Et voilà, j'ai pu juste louper un match à la fin où j'étais un petit peu blessé pour reprendre la préparation à fond. Ouais. Mais comme Elliot, non, moi j'ai pas de... Comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ouais. Vu le niveau temps, je vois, t'es comment toi? On arrête pour toi à 11h15 parce qu'il nous reste encore un petit bout. Je vais aller à l'entraînement. Alors, J'ai le train. j'ai une dernière... Avant de perdre Nini, j'ai une dernière question pour toi qu'on va poser aussi plus tard à Bébert. Si t'aimerais, qu'est-ce que tu aimerais voir à ta place pour faire ce genre de podcast? Est-ce qu'il y a une personne qui te vient comme ça en tête ou tu aimerais bien l'entendre parler? Ouais, Federer peut-être. Ouais, merci. Tu vois, en fait, trop facile. Tu vois, quand j'ai dit à Jérém, ne me dis pas Messi, j'aurais dû le préciser aussi. Il a dit non? Jérém, il a parlé. Non, enfin, je lui ai précisé. Après, il a parlé. J'ai plus les noms en tête. Je crois qu'il a parlé de son coach de gardien. Ouais, son coach de gardien numéro 1 au paddle suisse et puis un jeune golfeur. Voilà, exactement. Ah ouais, ça c'est intéressant pour voir. Moi, comme on l'a dit en interview, c'est intéressant de voir des frères qui ont évolué au haut niveau. Parce que moi, j'en ai un cette année dans mon équipe. Robin Goliard, il s'appelle, et il est professionnel depuis cette année, et son frère est professionnel à Winterthur. Ok. Donc je pense que ça, c'est en plus à 2 comme ça. Ouais, ça peut être une idée. On est comme des frères avec Elliot. Ouais, c'est vrai. Mais des vrais frères. Je pense que ça m'a fait tilt avant quand vous en avez parlé. Donc, quand on a parlé d'Emieville. Je peux lui demander s'il veut venir. Ouais. Pourquoi pas? Super. Bon, on profite pour faire la pause, du coup. Ouais. Il nous reste encore un petit bout, je pense, mais comme ça, on a le temps de le faire aussi avec Weber. C'est juste pour pas mettre en retard. Ouais, de toute façon, tu vois, Nini y aille. Ouais. Bon, après, je ne vais pas trop traîner non plus. Ouais, on en a. Tu veux pas qu'on termine sur... Si vous voulez, parce que je sais pas par rapport aux cartes mémoire, c'est pour ça. Non, on termine sur 4 minutes. Ok, parfait. Cette partie-là. Tu nous... 4 minutes, ça 4 minutes. Ouais, c'est bon. Bon, du coup, je te pose la même question, Bébert. Si tu voulais... Pas du tout, là, je t'avoue. Ouais. Non. Je sais pas qui je pourrais voir. Tu peux penser peut-être à une femme dans le sport que tu aimerais voir assise ici? Bah, c'est ce que on discutait de ça tout à l'heure. C'est vrai que de peut-être avoir une joueuse féminine du SFCCF, je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir un point de vue féminin sur comment ça se passe dans le sport pour les femmes, etc. Puis c'est quand même du haut niveau à Servette aussi. Donc ouais, je pense que ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant. Après, on peut peut-être aller voir pour taper plus haut, je sais pas. Avec les contacts qu'on a. Allez. On va le chercher. Hein. Mirka. Tu voulais des frères, des jumeaux, parfait. On finit sur une dernière question. Vas-y. L'après-carrière, bon, toi, t'es en plein dedans, Bébert. Est-ce que tu veux nous raconter... C'était d'ailleurs la question de Jérém. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces week-ends? Exactement. Ah ouais. Ah, les week-ends, c'est du pain béni, hein, franchement. Non, c'est génial, honnêtement. Le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir organiser aussi c'est bête, mais voilà, des repas, des sorties, que ce soit le vendredi soir, le samedi soir, faire des brunchs le dimanche. Enfin, de pouvoir vraiment se projeter, de pouvoir s'organiser en famille, pouvoir même dire, tiens, le week-end, dans 3 semaines, j'ai envie de partir. Bah, tu peux partir. T'as pas de match, t'as pas de problème pour organiser tout ça. Donc, c'est vrai qu'avoir ces week-ends, de se dire à vendredi 17h, t'es tranquille, jamais tranquille. Tu fermes l'ordi et puis... Tu fermes l'ordi, tu rentres chez toi, ouais. Et tu peux vraiment souffler et tu peux profiter vraiment de l'instant, de la vie et tout. Après, je dis pas que tu pouvais pas profiter quand je jouais, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que le fait de vraiment pouvoir tout clôturer et juste te projeter, c'est vraiment chouette, quoi. Ça, c'est cool, mais ouais, j'apprécie beaucoup ces moments. Ouais. Puis, vas-y. Puis toi, Nini, l'après-carrière? Ouais, bah, j'appréhende aussi un peu parce que je sais que c'est un deuil d'arrêter tout ton sport que tu as fait depuis tout petit. Donc, mais après, oui, les week-ends, c'est clair que... Bon, là, on joue un peu le vendredi en Challenge League, donc... ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on a entraînement souvent le samedi matin, mais tu peux un peu te projeter aussi un peu plus. Potentiellement, tu pars le samedi à midi en week-end jusqu'au dimanche soir, mais oui, après, quand j'entends maintenant Elliot les week-ends qu'il peut faire, franchement, j'ai juste envie des fois de partir le vendredi, si je peux partir le vendredi et revenir le dimanche. Quand on a 2 jours là, en trêve internationale, c'est magnifique. Profiter avec la famille, ouais. les potes. Ouais. Parce que oui, maintenant on profite, on a une belle vie, c'est clair, mais les week-ends de famille, on les a pas. Et ça, je pense, c'est tellement important. Chouette, ça. C'est vrai que l'après-carrière, faut s'y préparer, etc. Mais je pense qu'il faut profiter aussi des dernières années que tu vas avoir. Je pense
te souhaite d'en avoir encore plein parce que au minimum 2 en tout cas. Merci. Minimum 2. Parce que je pense que tu peux aller plus loin. Franchement, Mais les gars, non, on pourrait vous écouter parler Ouais. pendant des heures. Ça a été exceptionnel. On vous remercie. On fera peut-être un épisode 2. Exactement. C'était une conversation Avec super plaisir. intéressante. Bah, merci à vous. Hein. Et merci pour tout ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Et puis bon entraînement, Ouais, merci. monsieur. Je fais gaffe à la garde du Nord. Magnifique. T'as un tournevis avec toi